sur ce que la personne qui l'agresse, quelle est la cible véritablement de l'agresseur, c'est difficile à dire. Hein. Chaque histoire est différente. Je crois qu'on a intérêt à essayer de clarifier d'ailleurs quelle est la cible véritable de l'agresseur. Une cible inconsciente parfois. Hein. Mais non pas pour l'excuser, parce que c'est inexcusable de violenter une femme enceinte, mais pour essayer de prévenir quelque chose et puis de comprendre des histoires qui peuvent être utiles aussi plus généralement. Ça peut être la femme qui est effectivement visée, mais on peut imaginer aussi que quelqu'un qui s'attaque à une femme enceinte s'attaque aussi au pouvoir procréateur de la femme. L'envie des hommes pour le bébé dans le ventre, c'est quelque chose qui existe. Hein. Et puis l'agresseur peut aussi, sans le savoir d'ailleurs, s'attaquer au bébé, enfin au fœtus que la mère a dans le ventre. Hein. On cite toujours cette histoire, elle est connue. Ça a commencé il y a déjà très longtemps, quand Néron tape sur Popée, sa femme, jusqu'à ce qu'elle avorte. C'est parce qu'il a probablement peur que le bébé qu'elle porte devienne pour lui un rival d'un point de vue empire, politique, etc. Hein. Voilà, donc, encore une fois, quelqu'un qui tape sur une femme enceinte, il a besoin d'être condamné. Mais je veux dire, ça n'empêche pas de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il visait surtout. Est-ce que c'est la femme elle-même? Est-ce que c'est son pouvoir conceptionnel ou est-ce que c'est l'enfant qu'elle porte? Bon. En tout cas, il y a des grossesses qui sont quand même plus chaotiques que d'autres. Et quand la mère est tabassée par le père ou par quelqu'un, pour le fœtus qui est dedans, il se passe quelque chose. Hein. Je pense aux personnes qui font le DU. J'ai passé pas mal de temps à vous expliquer que la sensorialité du bébé, du fœtus, se mettait en place pendant la grossesse. On appelait TOGAV, toucher, olfaction et un. Je veux dire que quand la femme enceinte est maltraitée, violentée, la sensorialité, sans doute, pour le fœtus est en difficulté aussi. Hein. Donc ça, c'est un traumatisme, évidemment, plus que précoce, prénatal. Est-ce que la naissance est un traumatisme? Deuxième point. Si traumatisme il y a, c'est un traumatisme très précoce aussi, ça, quand même. Hein, c'est toute l'histoire du débat entre Freud et Rank à propos du traumatisme de la naissance. Auquel Freud a répondu. Le travail de Rank, c'est 1924, et Freud qui lui répond en 1926 par inhibition, symptômes et angoisse. Et au début, Freud est très séduit par les travaux de Rank, hein, qui était son élève préféré de l'époque, Otto Rank. Et Otto Rank propose que le traumatisme de la naissance serait le prototype organisateur de toutes nos angoisses ultérieures. Hein. Et au début, Freud trouve ça pas mal. Hein. Et puis, de 1924 à 1926, on le voit un petit peu s'énerver, parce qu'il s'aperçoit qu'en insistant sur le traumatisme de la naissance, son fils chouchou de l'époque est en train de lui dire, au fond, que l'Oedipe c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie, et qu'il faut aller voir justement ce qui se passe avant. Et là, Freud est un petit peu plus irritable là-dessus. Et donc, finalement, le bouquin, il ne l'aime plus au bout de 2 ans. Enfin, je vous le raccourcis un petit peu, mais il ne l'aime plus. Et il va écrire Inhibition, symptômes et angoisse, qu'on peut lire entièrement comme une réponse à Rank sur le livre du traumatisme de naissance. Et dans ce livre-là, il a une réflexion sur ce qu'il appelle la césure de la naissance, et où il veut prendre le contre-pied de Rank en disant non, la naissance n'est pas un traumatisme, avec cette fameuse phrase: il y a plus de continuité entre le prénatal et le postnatal que l'impressionnante césure de la naissance pourrait nous le faire croire. Je vous l'ai déjà raconté ça, mais c'est important. Et ce qu'il veut dire, c'est que peut-être pour celui qui observe un accouchement, la mère, le père, la sage-femme, un tiers, c'est un moment spectaculaire. Mais peut-être que quand tout va bien, peut-être, dit-il, pense-t-il, que pour le bébé qui va passer du fœtus au bébé, peut-être que pour le fœtus devenant bébé, quand tout va bien, le moment de la naissance n'est pas aussi traumatique que ça. Voilà, alors on peut rester indéfiniment sur la dispute entre Rank et Freud à ce propos. La seule façon d'en sortir, c'est de se dire que traumatisme, et ça c'est important pour moi aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire négatif. Traumatisme, il y a des traumatismes structurants. Quelqu'un comme René Roussillon ne veut pas entendre parler de ça,
mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense à traumatisme. Traumatisme, c'est pas dans le langage courant, ça évoque quelque chose de négatif et de déstructurant, mais moi, j'insiste pour dire que le traumatisme peut être entendu du côté des pulsions de mort, délétères, déstructurants, mais aussi du côté des questions des pulsions de vie, traumatisme structurant et organisateur, comme ce que je disais tout à l'heure à propos de l'incertitude. Alors, c'est important ça, parce que vous voyez, c'est comme le mot crise et catastrophe. Quand on dit crise dans le langage courant, tout le monde pense à la crise économique, je veux dire, c'est négatif. Mais en fait, crise au sens étymologique du terme, en grec, crisis, ça ne voulait pas dire négatif, ça voulait dire changement d'état, simplement. Un peu rapide, un peu brutal, mais un changement d'état, une mutation dans un état, dans le fonctionnement d'un système. Et pareil pour le terme de catastrophe. Catastrophe, dans le langage courant, c'est une catastrophe. Mais dans le langage des mathématiciens, René Thom, par exemple, la catastrophe aussi, c'est un changement d'état, simplement assez rapide, d'un système qui passe d'un état A à un état B, et qui, si possible, d'ailleurs, garde un souvenir, des traces de l'état A, mais qui a la capacité de s'auto-réorganiser dans le nouvel état. C'est comme ça, moi, je pense qu'il faut entendre le mot traumatisme. Et de ce point de vue-là, la naissance, dans certains cas, peut-être un traumatisme difficile, peut-être, mais dans certains cas, mais pour tout le monde, le passage de l'état fœtus à l'état bébé est un changement d'état qui est traumatique, mais au sens d'un trauma de vie, d'un trauma structurant. Ça va? Ça va? Ça va? Voilà, alors il y aurait aussi la saison de la naissance. Puis après on pourrait dire, je ne vais pas les détailler, mais on pourrait dire que tous les progrès, toutes les grandes étapes du développement peuvent être un peu traumatiques. Hein. Et c'est ce que dans d'autres écrits, j'ai appelé les triomphes nostalgiques. Hein. Chaque étape du développement peut être un peu traumatique, parce que à chaque étape du développement, il n'y a pas de développement sans perte. Ça, c'est une grande différence entre nous et les cognitivistes. Je crois qu'il y a vraiment des ponts à faire entre les cognitivistes et la psychanalyse. Je veux dire, bien sûr, on ne va pas se faire la guerre jusqu'à la nuit des temps. Mais je veux dire, par contre, il y a une vision du développement qui est très différente. Pour les cognitivistes, quand même, le développement, c'est une accumulation de compétences successives. Et pour les psychanalystes, chaque étape est un plus et un moins. Il y a une perte. Ça fait une différence de fond, quand même, je crois. Alors, chaque étape du développement peut être une occasion traumatique, mais traumatisme de vie, dans la plupart des cas, j'espère. Hein. Chaque acquisition, je prends souvent l'exemple de la marche, pour montrer que chaque progrès est à la fois un triomphe et à la fois une tristesse, et chez l'enfant et chez les adultes. Hein. Quand un enfant se met à marcher, par exemple, il a 10 mois, il a 11 mois, il commence à tenir debout à peu près, il tient les murs vaguement, puis un jour, il s'arrête, puis il regarde de l'autre côté de la pièce, comme s'il préparait un petit peu un mauvais coup, puis tout d'un coup, il lâche, il démarre, d'ailleurs il ne marche pas, il court, hein, il court de l'autre côté, parce qu'il sent que la traversée va être compliquée, que le plus ce sera vite fait, moins il sera tombé, hein. Donc il lâche d'un côté, entre les appuis qu'il perd, et les appuis qu'il n'a pas encore trouvés, il y a quand même une étape à franchir. Donc il se rue de l'autre côté, il arrive, il se retourne. C'est Margaret Mahler qui a très bien décrit ça dans la crèche qu'elle avait mise en place aux États-Unis. C'est presque une observation phénoménologique des bébés. Le bébé se retourne, il est triomphant. Hein, il sent que là, il vient de se passer quelque chose dans sa vie qui fait que plus jamais ce sera pareil. Là, il est debout, il a acquis de maîtrise, une autonomie, il est parti. C'est magnifique, il y a une espèce d'élation narcissique. Michel Soulet, qui a beaucoup compté pour Sylvain et moi, disait que le bébé ne revivra ça que quand il sera adolescent avec son premier scooter. Hein. Voilà, donc un truc énorme, quoi. Ce ne sera plus jamais comme avant. Il se retourne, mais Margaret Mahler dit, si on regarde bien son visage, alors à des degrés divers pour chaque enfant, évidemment, en même temps qu'il y a le triomphe, on peut voir une petite pointe de nostalgie. Parce qu'il sent que ce progrès incroyable qui vient de se passer, qui va changer sa vie de fond en comble, se paye le prix fort. Le prix fort, c'est qu'avec ce progrès incroyable, il se retrouve loin d'elle, loin de la mère. Il a perdu la proximité qui était le grand bénéfice préalable. Hein. Alors donc il y a un mélange de triomphe,
et de nostalgie pour l'étape précédente. Il perd quelque chose de la fusion, du rapproché, du rapprochement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pareil du côté de la mère et des adultes et des parents en général. On est très fiers des progrès de nos enfants et en même temps, plus ils en font, plus on va bientôt mourir. En gros. Voilà. Donc, 2 fois dans une observation directe, vraiment moi-même avec Geneviève Hague, on a entendu une mère qui venait d'assister au premier pas de son bébé, garçon, c'est encore mieux dans l'histoire, hein, un bébé garçon qui se met à marcher devant elle, et elle-même dit, elle est triomphante. Bon, petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi on est tellement fiers que nos bébés se mettent à marcher. Ça fait quand même très longtemps que 99,99% des bébés se mettent à marcher. Enfin, quand c'est le nôtre, on est très fiers. Hein. Ce qui en dit long sur l'ambivalence sous-jacente. Hein. Voilà, enfin en tout cas, il faut des obstacles considérables hein, pour qu'un bébé ne se mette pas à marcher, mais quand il se met à marcher, on trouve ça formidable. Voilà. Donc la mère très fière, et en même temps qu'elle regardait ça, alors c'est 2 mères différentes, elles ne l'ont pas dit avec les mêmes mots, mais en gros l'idée c'est, eh oui, les garçons, ça s'en va toujours. Hein, nostalgie. Déjà elle anticipait sur le bébé qui aurait 4 ans, qui serait adolescent, qui se marierait, qui la lâcherait, au moment même où elle a en même temps un sentiment de triomphe. Donc des 2 côtés, chaque étape développementale peut être un mélange peut-être un peu traumatique, un mélange de triomphe, un mélange de nostalgie, mais dans les bons cas, dans la plupart des cas, un traumatisme structurant, mais un changement d'état. C'est ça sur quoi je voulais insister. Voilà, alors j'en viens dans le temps qui reste. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les triomphes nostalgiques. On pourrait aussi appeler ça un peu un deuil développemental. À chaque étape, il faut faire un petit deuil de quelque chose qui précède. Un tout petit mot, ensuite je viens aux théories. Là, oui. Vous avez entendu aussi parler, bien sûr, du concept de stress post-traumatique. J'en dis juste un mot pour vous dire que finalement, même ceux qui n'aiment pas la psychanalyse ont du mal à se passer de la théorie de l'après-coup. Parce que c'est cliniquement difficile de faire abstraction de l'histoire du sujet. Hein, dans le syndrome de stress post-traumatique, PTSD, dans le syndrome de stress post-traumatique, c'est vrai que quand on regarde les descriptions et tout ça, on se dit la prime est vraiment donnée au quantitatif. C'est-à-dire que quand un traumatisme vraiment est massif, bon, les guerres, les tremblements de terre, comme on vient de voir, les problèmes sociaux, les changements, les bouleversements sociaux ou autres. Quand un traumatisme est majeur, l'idée c'est que n'importe qui peut mettre en place un certain nombre de stress post-traumatique et qui est très bien décrit avec ses réminiscences, ses inhibitions, ses angoisses, etc. D'accord. Mais en même temps, tous ceux qui ont décrit ça, que ce soit dans le DSM-4 ou le DSM-5, savent très bien que même des traumatismes extrêmes ne font pas exactement la même chose à chacun. Ils font quelque chose à tout le monde, mais ils ne font pas exactement la même chose à chacun. Alors c'est difficile de dire, de comparer l'intensité des traumatismes, mais il y a quand même quelque chose qui fait que chacun va même face à des stress quantitativement importants, très importants, tout le monde va finir par avoir un problème, mais différent. Et comme ils ne veulent pas prendre en compte la théorie de l'après-coup, alors ils ramènent le tempérament. Mais le tempérament d'un sujet, c'est-à-dire son organisation biologique, rythmique, chronobiologique, etc., ça fait partie de son histoire aussi, quand même. Et donc je me dis que l'introduction du tempérament, ça ramène une dimension qualitative, enfin, un effet de résonance, là aussi, entre l'événement majeur à l'origine du stress et la résonance particulière, différente que ça a pour chacun des sujets. Eux se réfèrent au tempérament et les psychopathologues ou les psychanalystes se réfèrent plutôt à l'après-coup, c'est-à-dire à l'histoire du patient. Bon, alors, maintenant, comment est-ce que, à propos de tous ces traumatismes super précoces, de vie ou de mort, comment on peut maintenir cette théorie de l'après-coup? Et je voudrais vous évoquer trois apports, trois approches différentes.
Bon, pour laisser du temps à la discussion, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais on pourra justement en reparler ensemble après, si vous voulez. Quand on parle de traumatisme hyper précoce chez les bébés, il y a des exemples que je vous ai donnés. Il y a aussi la question des dépressions précoces chez les tout petits, hein. C'est-à-dire des dépressions quasi primitives, qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines histoires autistiques ultérieures. Et une question qu'on peut se poser, c'est de savoir, parce que quand on parle de dépression chez les tout petits, bon, le mot est le même que chez les adultes, mais ça ne renvoie pas évidemment au même mécanisme. C'est le cours de la prochaine fois, hein, dont je vous en reparlerai plus en détail en mars. Mais enfin, une question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quand un enfant est tout petit, qu'est-ce qu'il y a à perdre déjà? Puisque les dépressions, on en parle souvent en termes de perte d'objets, séparation d'avec quelqu'un, changement de lieu, enfin perte de ceci ou de cela. Voilà. Et pour en parler chez les bébés, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, donc je ne fais que le citer, il faut que vous rappeliez à nouveau la distinction qu'on propose avec Sylvain. Dans la perte d'objet, la représentation d'objet, on doit la décomposer en place de l'objet, lien à l'objet et objet proprement dit. Et même un enfant qui n'a pas encore tout à fait organisé sa représentation de l'objet peut perdre la représentation des liens à l'objet. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais ça peut être extrêmement traumatique dans les cas de séparation précoce. Et la perte des liens, la perte de la représentation des liens à l'objet, pour les tout petits, ça c'est vraiment un des traumatismes précoces importants. Ça renvoie, mais je vous raconterai ça la prochaine fois, ça renvoie à l'objet décevant de René Roussillon. L'enfant a besoin pour se construire, il est tellement néotène, il est tellement immature, il est tellement inachevé au départ qu'il a besoin pour survivre physiquement, mais aussi pour se construire psychiquement, il a besoin de pouvoir investir des liens vers un futur objet qui va lui renvoyer des informations sur lui-même. Et l'objet décevant, c'est l'objet qui ne renvoie plus, qui ne réfléchit plus, pas au sens intellectuel, au sens miroir, qui ne renvoie plus à l'enfant suffisamment d'informations sur lui-même. L'enfant envoie des signaux, et quand les adultes qui s'occupent de lui vont bien, il les lui renvoient en forme de signes et d'entrer dans la communication. Si l'environnement, si les adultes qui s'occupent de lui sont mornes, préoccupés, pas présents, pas disponibles, pas réceptifs, l'enfant envoie et rien ne revient jamais. Là, l'objet est décevant et c'est évidemment un type de traumatisme en creux qui est extrêmement dommageable. Voilà, alors aujourd'hui, si on veut, en tout cas c'est mon cas, garder la théorie de l'après-coup, même pour les traumatismes très précoces, aujourd'hui on a 3 modélisations possibles, et je terminerai là-dessus. Oui, mais enfin, en même temps, prenant le temps de quand même dire ce que j'ai à dire. Voilà, alors il y a une première modélisation, les 2 premières, c'est Dietkin. Dietkin, donc, qui a été un des fondateurs de la pédopsychiatrie psychanalytique en France, hein, avec les Bovici, Soulet, Dietkin, Dietkin travaillait au centre Binet, que dirige actuellement Sarah Bidlowski, qui viendra donc en juin. Et René Dietkin a été le premier à essayer d'utiliser la théorie de l'après-coup, même pour les tout-petits, notamment dans un article extraordinaire qui s'appelle « L'enfant et le psychanalyste avant l'après-coup ». Je vous conseille de lire, on peut le trouver facilement, c'est le numéro 19 de la revue qui s'appelait La Nouvelle Revue de Psychanalyse, qui maintenant a disparu, mais comme elle est toujours vendue, il y a des choses qui sont rééditées. Dans le numéro 19, il date de 1979, c'est un numéro qui s'appelle L'enfant modèle. Et il y a donc ce texte de Dietkin qui est incroyable, parce que il est formidablement bien écrit, parce que quand vous le lisez, justement, il est très torsadé. L'avant devient l'après de l'avant, l'avant devient... c'est comme ça, c'est exactement... C'est écrit, la forme reflète quelque chose du fond, qui est cette dialectique permanente entre le passé et le présent.
Et dans cet article, Dietkin disait, il n'y a pas besoin que les deux temps du traumatisme soient l'un prépubère, l'autre postpubère, comme disait Freud au tout début. En fait, les deux temps peuvent être tout à fait proches l'un de l'autre, parce que de toute façon, dans une même séquence interactive, la séquence numéro 1, NN, le bébé et la mère sont ce qu'ils sont, et la même séquence interactive le lendemain matin, N plus 1, ben, la mère a déjà changé, le bébé a déjà changé, personne n'est jamais le même à chaque fois, et donc on peut déjà contracter en quelque sorte les deux temps du traumatisme dans le système même des interactions précoces. Ça, c'est une hypothèse de contraction de l'espace intermédiaire entre les deux temps au sein même du système interactif précoce. Et il ajoutait, on peut aussi le dilater. C'est un langage d'obstétricien, ça, hein, ça contracte, ça dilate. On peut aussi le dilater parce que ce qu'on appelle le premier temps, peut-être pour le bébé, à supposer que le premier temps qui est vraiment un premier temps, c'est asymptotique, ces choses-là. Mais enfin, disons que le premier temps d'un traumatisme pour le bébé est peut-être le N plus unième dans l'histoire des psychés maternelles et paternelles. Par exemple, un bébé qui vit un spasme du sanglot. Son premier spasme du sanglot, c'est peut-être pour lui quelque chose de terrible. Hein. Le vécu d'un spasme du sanglot est sans doute assez angoissant, hein, pour un tout petit. Je ne sais pas si le mot angoisse est bon, parce que angoisse, ça fait déjà un petit peu psychisé, mentalisé. Mais enfin, en tout cas, c'est un vécu corporel qui doit être plus que troublant, le spasme du sanglot. Pour le bébé lui-même, c'est peut-être son premier coup, ça. Mais si les parents ont eu, par exemple, quelques années auparavant, un bébé mort de mort subite, eux, ça résonne autrement. Hein. Et donc, ce premier temps pour le bébé, c'est peut-être le deuxième ou quelque chose pour les parents. Et là, on a intérêt à penser le système dans son ensemble. Le spasme du sanglot, pour des parents qui n'ont pas eu au préalable de bébé mort de mort subite, c'est pas du tout la même chose que le spasme du sanglot pour des parents qui ont déjà eu un bébé mort de mort subite et que le spasme du sanglot rappelle de manière très angoissante. Et l'angoisse des parents, dans la génération du dessus, va venir compliquer le vécu corporel du bébé, de son spasme du sanglot. Donc, il propose à la fois une contraction des deux temps au sein même du système interactif et une dilatation possible des deux temps sur l'intergénérationnel, le premier temps du bébé valant peut-être déjà comme deuxième temps pour, ou xtième temps pour la mère, pour le père, ou pour que sais-je, qui sais-je, des adultes qui s'occupent de lui. Vous voyez le premier essai, c'est déjà vieux, 1979. C'est là qu'il a essayé d'utiliser, donc, de garder la théorie de l'après-coup, même pour des traumatismes très précoces du bébé. Et puis après, un peu à la même époque, toujours lui, il a proposé autre chose. Il a dit, en fait, et c'est pour ça que j'avais commencé tout à l'heure en parlant des traumatismes en creux et des traumatismes en plein, il a dit finalement, le premier temps traumatique pour un bébé, ça pourrait être de naître et de rencontrer un système familial, maternel, paternel, familial, dont la capacité de rêverie est insuffisante. Hein, il était il est très inspiré par les travaux de Bion, hein, René Dietkin. Je l'ai toujours dit que Bion fait partie de ces auteurs qui n'ont jamais, sont jamais occupés de bébés, mais qui ont dit des choses très importantes pour ceux qui s'occupent de bébés. Et Bion donc a parlé de la capacité de rêverie, c'est-à-dire ce qui permet la fonction, on dit aussi parfois la fonction alpha, hein, de l'adulte, qui va permettre le bébé à vivre des choses sur le plan sensoriel, corporel, pré-psychique, dont il ne peut rien faire. Bion a appelé ça même des vivances émotionnelles. Il ne peut pas les penser, il ne peut pas les transformer, il ne peut pas les lier, il ne sait pas quoi en faire. Il les vit, et donc il va les expulser dans le psychisme des adultes qui prennent soin de lui, les projeter dans la tête des adultes qui prennent soin de lui pour que l'adulte les transforme, les rêve, les édulcore, les adoucisse, grâce à la fonction alpha, les transforme ces éléments bêta projetés en éléments alpha que l'adulte va pouvoir retourner à l'enfant, restituer à l'enfant, mais sous une forme cette fois utilisable par lui, détoxifiée en quelque sorte. C'est la boucle qu'on appelle du détour par l'autre. Voilà, alors
Dietkin dit ben, on pourrait imaginer que dans les traumatismes précoces, le premier temps, c'est la rencontre du bébé avec une fonction alpha insuffisante chez les adultes qui s'occupent de lui. Ça va bien avec la clinique du vide dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Rencontre avec une capacité de rêverie insuffisante, ça ne veut pas dire de la mère, du père, de l'environnement. Hein. Il ne s'agit pas de désigner des coupables. Et donc le bébé ne va pas pouvoir intérioriser une capacité de rêverie, parce que la capacité de rêverie, elle n'est pas destinée à être toujours assurée par l'autre. Il va falloir un jour que le bébé intériorise cette capacité de transformation. Et s'il naît dans un milieu défaillant sur ce point-là, eh ben, il ne peut pas intérioriser une capacité de rêverie suffisante. Et ça, c'est un premier temps du traumatisme, des traumatismes en creux, et qui va le laisser à nu pour les événements qu'il va rencontrer plus tard, qui peuvent être des événements dramatiques ou moyennement dramatiques, mais qu'il ne pourra pas métaboliser, faute de capacité de rêverie efficace, suffisamment intériorisée. Pas mal comme essai de... Hein. Après coup, ça peut être très rapproché. Le premier temps est un temps traumatique en creux, le deuxième est un temps traumatique en plein. Ça marche pas mal. Voilà, et puis la troisième théorie, modélisation possible, qui nous plaît bien à Sylvain et moi, c'est une théorie maintenant du traumatisme en 3 temps, avec un temps prénatal, justement. Et un temps prénatal est la suite, comme ce que je viens de vous dire, de Dietkin. C'est-à-dire que... Et en fait, ces réflexions ont été en grande partie lancées par un psychanalyste d'adulte qui est mort il y a quelques années, Jean Bergeret. Jean Bergeret, qui s'était beaucoup intéressé à la fin de sa vie au fœtus, à la vie fœtale, au prénatal. C'était un psychanalyste d'adulte à Lyon, qui a travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Marc Houser, je crois. Ils ont écrit un bouquin, je crois qu'on y a participé un petit peu. Oui. Et lui disait, même en tant que psychanalyste d'adulte, on devrait aussi avoir une oreille sur ce que les patients nous disent. Il ne s'agit pas de les interroger, mais sur ce qui peut surgir dans la cure d'impressions prénatales, de données sur ce qui s'est passé pendant leur grossesse, leur narrativité prénatale, concernant leur vie prénatale, qu'est-ce que le couple, les parents, où c'était, comment c'était, qui s'est occupé, la quête des origines, quoi. Et c'était intéressant que ce soit un psychanalyste d'adulte qui soulève un petit peu ce coin du voile. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire une anamnèse et d'aller à la recherche de ça, mais d'être sensible à l'écho de ça dans le matériel des patients adultes. Et l'idée, c'est que peut-être en prénatal, il s'est déjà passé des choses très complexes. J'ai parlé tout à l'heure des femmes qui sont battues pendant leur grossesse, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a par exemple toutes les impressions sensorielles pendant la grossesse. Hein. Je vais vous montrer quand même quelque chose là des travaux de François Farge sur les jumeaux. C'est l'enfant au ballon. Non, mais oui, l'enfant au ballon, si vous voulez. Oui. Je vais vous montrer c'est très court. Je vais vous montrer l'enfant au ballon. C'est un bébé, un fœtus de 3 mois, 15 cm, enfin c'est quand même pas grand, hein, qui après une amniosynthèse découvre, il a vu ça plusieurs fois, François Farge, découvre qu'il y a un caillot qui s'est formé, donc une petite bulle de sang qui n'était pas là avant l'amniosynthèse et qui est là après, et le fœtus va l'explorer, c'est sans réflexivité probablement et sans conscience particulière, mais il découvre ça, il va l'explorer. François Farge appelle ça le fœtus au ballon. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vidéo pour ça. Non, mais c'est pas grave. Mais par contre, je pourrais le mettre. Non, mais tu sur vois. le site. Ouais. Mais, attends. Tu vas voir. Oui. Voilà, fœtus au ballon. Puis après, je vous montrerai quelque chose sur les jumeaux.
C'est que ça a fait couler beaucoup d'encre, cette histoire des jumeaux aussi. Quand un jumeau meurt, qu'est-ce qui reste des traces qui ont été... Bon, on va voir après. Alors, il est où ce fœtus au ballon? Voilà. Donc voici le caillot ici. Et le fœtus va partir à la découverte du caillot qui forme un ballon souple de 4 cm, plus compact que le liquide. Le fœtus, c'est le ballon. Cette formation d'un caillot s'est produite en fait 2 fois à 11 ans d'intervalle, sur 5000 amniosynthèses que j'ai pratiquées à peu près en 30 ans. Et les 2 fois, j'ai pu observer exactement les mêmes comportements par rapport à ce caillot. On va l'appeler le ballon, ce sera plus sympathique. Le fœtus de 3 mois et demi mesure 15 cm. Là, il est un petit peu plus grand, 15 cm. Vous allez voir qu'il approche les 2 mains de façon répétitive, orientée et dans la durée. Il semble jouer avec ses pieds et ses mains autour de cet objet, entre guillemets. Les images sont tout à fait exceptionnelles, car elles montrent un comportement de découverte de ce qui est étranger au milieu ambiant. Donc je vais vous faire découvrir 3 petites séquences sélectionnées. C'est très court. Vous voyez ici le ballon, hein, le fœtus de dos, hein, avec ses pieds ici, sa main ici, qui repousse le ballon. Et l'autre main qui vient ici. Les 2 mains sont face à face, il met les mains vers l'arrière. Hein, le ballon est mobilisé. Je laisse découvrir. Voilà la main ici. Si on ne veut pas faire de projection... Un petit peu, et il repousse avec les 2 mains. Vous voyez ce mouvement qui est assez doux et orienté. Je crois qu'il faut mettre de côté la question des intentions. Là, la main droite. Il explore. L'autre main reste sur le ballon. Le pied revient et la main repousse. Hein, vous avez ce mouvement d'aller-retour. Et la main là qui vient doucement repalper le ballon. Hein, c'est ça qui est tout à fait exceptionnel. Deuxième séquence. Voilà, regardez les mouvements. Regardez comme ce mouvement de flexion et en même temps de mouvement de la main qui accompagne. Troisième séquence qui est peut-être la plus intéressante parce qu'on va avoir un mouvement d'encorbellement de la main comme d'une préhension sur le ballon. La main est en dessous ici, fléchie. Vous voyez le mouvement de flexion des doigts. L'autre main s'agite. Un mouvement qui reste sur le ballon. Avec le mouvement de flexion des doigts, l'appréhension, il le repousse, il s'agite. C'est quand même tout, hein? Alors il va le repousser vers son pied. Je vais vous montrer juste un petit truc des jumeaux aussi. Il le repousse. Les jumeaux. Oui, mais là, c'est sans vue. Non, c'est parce qu'il a senti qu'il y a quelque chose d'inhabituel, il y a quelque chose qui a une consistance inhabituelle. C'est purement tactile, hein, je pense. L'observation des interactions entre jumeaux en lien avec la question d'un auto-objet et d'une naissance psychique plus précoce chez les jumeaux. Concernant le premier questionnement, il ne fait aucun doute que chaque jumeau a un comportement spécifique qui permet de distinguer de son co-jumeau. Cette singularité va dans le sens d'une ébauche d'identité précoce liée aux facteurs génétiques, mais aussi environnementaux. L'environnement, contrairement à ce que l'on imagine, est différent pour chaque jumeau au niveau de la position dans l'utérus, du rapport au placenta et du rapport à l'autre jumeau. Attendez, je vais vous montrer autre chose. Il faut se représenter les 2 fœtus très mobiles dans leurs poches amniotiques respectives. Oui, je vais un petit peu plus loin. Les informations sensorimotrices ne seront... Je voulais évoquer un traumatisme, voilà, particulier qui est... Bon, vous allez voir ce qui se passe entre les 2 jumeaux, mais si un jumeau disparaît, c'est vrai que la question qui se pose, c'est quel est le devenir de ces traces prénatales qui ont eu lieu? Elles ont eu lieu quand même. C'est les commentaires de la mère, ça. Chacun sa chambre. Pour le côté, c'est là, c'est l'extérieur. Elle inquiète parce qu'il ne bouge pas beaucoup. Oui, c'est rigolo. Il pousse dessus. Ah, voilà, là, on a un qui cherche à réveiller l'autre, quoi. Hein? En gros.
Parce qu'il y a toute une littérature sur les jumeaux qui disparaissent en prénatal. Et ce qui est inscrit quand même. Hein. Allez, réveille-toi. Hein. Elle va essayer de le réveiller en toussant. S'il est comme sa maman, ça va être un gros dormeur. Hein. Vous avez une identification aussi sur jumeau. Bon, enfin, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. On a bien vu le mouvement en position fétale. Donc, pour terminer avec cette troisième modélisation, c'est l'idée que pendant certaines grossesses, il y a des traces sensorielles qui se mettent en place. Peut-être dans certaines grossesses, des traces sensorielles difficiles, intenses, chaotiques, qui changent, imprévues, qui manquent de continuité. Je sais pas, bon. Mais l'idée, ce serait le premier temps, des inscriptions de traces perceptivo-sensorielles prénatales qui ont besoin à la naissance, et là je reviens sur le deuxième modèle de Jatkin, qui pour être intégrés, ont besoin de rencontrer à la naissance de l'enfant une capacité de rêverie suffisante ambiante pour que d'autres événements ultérieurs ne fassent pas effraction, faute de système par excitation. Donc là, on se dirige vers un traumatisme en 3 temps. 3 temps, c'est une façon de dire, hein, parce que un temps prénatal, un traumatisme en creux, parce que autour de la naissance, et des confrontations à des stimulations excessives ultérieures qui ne peuvent plus être métabolisées ni intégrées. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus peut-être pour avoir le temps de discuter. Et je vous remercie beaucoup. Je vais vous déranger pour éteindre la caméra et on va discuter tranquillement. Donc, écoute, Bernard, je connais, Confier, mais je suis émerveillé à la fois de la façon dont on le partage avec beaucoup de talent didactique, avec beaucoup de sensibilité.